Nous allons nous en tenir aux techniques de production et ma première question ira à Monsieur Lotte. Il a été beaucoup question de sol dans ce reportage. Alors, pouvez-vous nous faire part de votre expérience dans ce domaine? Oui, donc, pardon, j'ai une voix un petit peu nasillarde aujourd'hui, mais je vais essayer de m'exprimer correctement quand même, de façon audible. Donc, je dirige une exploitation agricole dans le nord de la France, dans l'Oise, une ancienne ferme de sucrerie d'une taille importante. Et je suis arrivé sur cette exploitation il y a une quinzaine d'années, après un parcours dans le machinisme agricole dans un premier temps. Et j'avais eu l'occasion, au cours de ma première expérience, de rencontrer pas mal d'agriculteurs et de voir qu'il y avait des pratiques qui étaient très différentes des uns et des autres. Il y en avait aussi moi-même dans l'exploitation familiale. Et donc très rapidement, j'ai dressé un constat sur l'exploitation que j'avais à gérer. Et je me suis aperçu qu'on était dans une agriculture très, je dirais, très industrielle, hein, qui était poussée au maximum, avec énormément d'intrants qui étaient amenés sur l'exploitation. Et c'était un mode de production qui ne correspondait pas tout à fait à mes attentes, hein, où on ne maîtrisait pas grand-chose, on ne faisait que d'appliquer des recettes toutes faites. Hein. Et donc je me suis intéressé d'un petit peu plus près à la qualité de nos sols, hein, et à voir au fil du temps comment on avait possibilité d'améliorer un petit peu ça. Donc c'est un témoignage très humble, hein, c'est mon expérience, hein, et je dirais que je suis là pour la partager et vous la présenter. Donc l'exploitation a quelques petites particularités, comme toutes les exploitations, on n'est jamais dans les mêmes contextes, hein, que son voisin. Nous, le premier environnement qu'on a, c'est la ville. Hein. Donc je suis situé à côté de Compiègne, hein, à mi-chemin entre Paris et Lille à peu près. Et l'exploitation domine l'agglomération de Compiègne. Hein. Et il y a plus des 2/3, hein, de l'exploitation qui est située dans le bassin d'alimentation de captage de la ville de Compiègne. Donc pour la ressource en eau. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est la proximité de la ville. Hein. Alors j'ai la chance d'être sur le plateau juste au-dessus de la ville, hein, donc peu de contraintes, je dirais, logistiques. Hein. Mais malgré tout, en première loge par rapport à tous ces citadins qui viennent et qui vont dans leurs différentes activités. Rapidement, les pratiques, donc on avait une agriculture tout à fait traditionnelle de la fin du siècle dernier, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'était quand même la réalité, avec du labour systématique, des apports d'intrants de façon conséquente, hein. Et puis de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques aussi qui allaient avec, hein, et tout ça pour une production qui faisait qu'on équilibrait les comptes à peu près tous les ans. Donc ma première, de par l'expérience que j'avais pu acquérir, hein, mon premier travail a été de modifier un petit peu les pratiques en termes de fertilisation et d'intrants. Avec l'arrêt des apports systématiques, hein, par rapport à des analyses de sol que j'avais sur l'exploitation et qui me disaient qu'a priori il y avait tout ce qu'il fallait pour produire, hein. Et j'ai choisi volontairement d'arrêter les apports de phosphore et les apports de potasse, hein, qui étaient faits sous forme de chlorure, hein. Parce que pour moi, dans ce que j'avais pu apprendre et dans les rencontres que j'avais pu faire, j'avais compris que ces apports massifs d'engrais n'étaient peut-être pas la meilleure chose pour la vie de nos sols. Notamment au niveau des chlorures de potasse qui sont encore largement utilisées aujourd'hui.
Le chlore, c'est un halogène, hein, c'est un élément de non-vie. Je voyais mal comment ces apports-là pouvaient favoriser la vie de tout ce qui se passait en dessous de nos pieds. Donc, dans un premier temps, je me suis dit par quoi je peux remplacer ça, parce qu'on nous a appris qu'il fallait apporter tant d'unités, etc., pour pouvoir produire de la pomme de terre, de la betterave, des légumes et tout ce qu'on produit chez nous. Et j'avais la volonté d'essayer de trouver d'autres pistes. Donc, dans un premier temps, on a remplacé ça par des sulfates, et puis est passé la crise de 2007 et l'envolée des cours des engrais, ce qui faisait que ça devenait un peu intouchable. Donc, on s'est retrouvé, on s'est orienté petit à petit vers des produits un petit peu plus organiques, hein, pour reprendre les termes qui avaient été discutés dans le colloque d'avant. Donc petit à petit, il y a eu cette transformation qui s'est faite, hein, d'arriver à faire travailler nos sols un petit peu différemment. Dans les pratiques également, au niveau machinisme, on a modifié un petit peu nos pratiques aussi avec l'arrêt du labour systématique, en introduisant de plus en plus de cultures simplifiées sur l'exploitation. Donc on y était petit à petit, hein, tout ça s'est fait sur une échelle de 5-10 ans. Et puis aujourd'hui, je me suis aperçu que le labour, il n'était absolument pas obligatoire, hein. J'ai choisi de le maintenir quand même sur l'exploitation, à raison d'un labour tous les 7-8 ans sur l'ensemble des parcelles, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la parcelle qui en a peut-être plus besoin que d'autres pour un problème de salissement, pour un problème de structure éventuellement. Mais on a une volonté de changer et je dirais d'avancer dans la conduite de nos cultures, en écoutant, en regardant, en observant ce qui se passait autour de nous, dans le sol, en prenant la bêche, en allant creuser. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que les choses changeaient. Les populations de vers de terre qui étaient relativement faibles il y a 15 ans, aujourd'hui, quand on prend la bêche, systématiquement on en trouve dans la bêchée. La paille qu'on trouvait en fonderie de labour 2 ans après l'avoir retournée et qui était encore quasiment intacte, noire et cassante et peu digérée, aujourd'hui on la trouve plus. Donc ça veut dire qu'elle est digérée par le sol, ça veut dire qu'il y a une évolution de la vie de nos sols qui nous font penser que on avance petit à petit dans cette évolution de l'agriculture, même en culture intensive et industrielle dans le nord de la France. Tout ça s'est aussi accompagné d'une grosse réflexion en termes de protection des cultures, hein. Avec le choix de partir sur des techniques un peu novatrices il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Marcel nous dirait que lui, il a fait ça il y a 30 ans, mais ça a commencé, je dirais, à se démocratiser un petit peu plus il y a quelques années, donc avec des techniques de bas volume et de réduction de produits phytopharmaceutiques sur nos sols. Et c'est des choses qui ont pu, moi, sur l'exploitation, s'accompagner, faisant partie d'un bassin d'alimentation de captage. On a pu profiter de la mise en place des mesures agro-environnementales, hein, dans nos régions et de bénéficier de soutiens qui sont venus, je dirais, récompenser les efforts qui avaient été entrepris depuis le début des années 2000. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, on travaille avec des solutions à très bas volume. On pulvérise de l'ordre de 25 à 30 litres d'eau à l'hectare quand on intervient sur les cultures. Mais ces techniques-là nous ont permis aussi de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'atteindre les objectifs qui nous étaient fixés, de baisser de 50% l'utilisation des produits phyto, voire même un peu plus, hein, par rapport au caractère, aux normes qui nous étaient fixées.
Tout ça, ça s'accompagne et j'ai toujours veillé à essayer de mettre bout à bout tous les points où on avait des avancées techniques et de les juxtaposer pour avoir un bras de levier plus important et avancer assez rapidement. Donc voilà un petit peu. Et puis le dernier point au niveau de ces techniques culturales qui nous ont fortement fait évoluer, notamment au niveau de la matière organique de nos sols, hein, c'est l'utilisation systématique depuis que je suis arrivé sur l'exploitation des engrais verts. Hein. Alors au début sous forme simple, hein, avec les premiers qui ont été mis en place dans nos régions, c'était les moutardes antinématodes pour lutter contre le nématode de la betterave. Hein. En tant qu'ancienne ferme de sucrerie, on y était soumis. Et donc petit à petit, ces engrais verts se sont, je dirais, un peu épanouis. On les a mélangés entre eux. On a mélangé de la moutarde avec de l'avoine, et puis ensuite on a rajouté de la facélie, et puis ensuite on a rajouté des légumineuses. Et ce qui fait qu'on a un panel de plusieurs plantes qui viennent nous aider sur les intercultures longues à venir modifier la structure de nos sols, à travailler la structure de nos sols pour les rendre plus facilement travaillables pour les cultures qui suivent, et puis aussi qui permettent une fertilisation, puisque tous ces engrais sont détruits mécaniquement, soit par mulchage, soit par broyage, et puis ensuite incorporés avec un outil à dents. Et viennent, je dirais, nourrir la vie qu'il y a dans le sol en dessous. Voilà un petit peu, je dirais, la genèse du parcours qui a été le nôtre sur l'exploitation. Et on a pu voir, pour donner un petit chiffre, hein, que les taux de matière organique étaient capables de repasser d'une moyenne de 1,5 à 2 sur l'ensemble de l'exploitation à des chiffres aujourd'hui qui sont plutôt de l'ordre de 1,7, 1,8 à 2,3. Hein. Donc en 15 ans de temps, quand on en discute avec les uns et les autres, c'est des progressions qui sont pas extraordinaires, mais qui malgré tout permettent à nos sols de retrouver une dynamique importante. Et puis, dans les choses aussi importantes sur cette vie de sol, la baisse des produits phytosanitaires qu'on a pu réaliser a permis aussi une bien meilleure dynamique de sol. Hein. Quand vous enfouissez des végétaux dans le sol, en ayant avant mis des doses importantes de fongicides, il est plus difficile à être décomposé que quand on apporte des quantités raisonnables et raisonnées. Et donc tout ça contribue à relarguer des nutriments pour les plantes qui sont produites sur l'exploitation. Donc pour finir, je dirais que ces techniques-là, pour en dresser un petit peu les avantages et les inconvénients, en termes d'inconvénients, il y en a plusieurs. Ça nécessite une organisation qui est certainement plus contraignante. Hein. Il n'y a pas à appliquer une recette toute faite, hein. Mais il y a à se poser des questions régulièrement. Ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus techniques, hein. Beaucoup plus dépendante aussi de la météo, hein, parce que l'application en ultra bas volume, ça veut dire qu'on y va très tôt le matin, ça veut dire qu'on n'y va pas quand il y a du vent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'hygrométrie, et tout ça, on est très dépendant de ces critères-là. C'est aussi en permanence une remise en question. Une remise en question de nos pratiques, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien, et puis aussi une nécessité de passer du temps sur le terrain pour observer ce qui se passe, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Mais à côté de ça, pour moi ça relève de beaucoup d'avantages, hein. Déjà c'est un gain de temps, parce que quand on enlève le labour, quand on fait du bas volume et qu'on passe moitié moins de temps à pulvériser,
Ce sont des gains qui sont quantifiables en termes de temps et ça nous laisse le temps justement d'aller observer ou d'aller vaquer à d'autres occupations. C'est aussi des gains économiques hein, parce que les réductions de charges qui en ont découlé ont été importantes. Hein. Et puis c'est aussi surtout le sentiment d'avoir réussi à faire une agriculture plus respectueuse de l'environnement, d'avoir amélioré la vie de nos sols, hein, d'avoir retrouvé une dynamique au niveau de nos sols. Hein. Et puis c'est aussi surtout d'avoir le sentiment d'être acteur sur son exploitation, sur sa ferme. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que de dire j'ai contribué à améliorer le vivant et cette création qui nous entoure. Et puis c'est aussi la satisfaction d'avoir réduit les pertes, parce que quand on arrive au même résultat de contrôle d'une maladie en ayant mis moitié moins de produits, c'est de se dire qu'on n'en a pas jeté la moitié dans l'environnement pour rien. Et tout ça, ça redonne beaucoup de sens à notre métier. Donc en conclusion, et une phrase qui m'anime beaucoup sur l'exploitation et au quotidien, c'est d'arriver à faire mieux avec moins. Tout simplement. Voilà, et puis je dirais en termes de conclusion, c'est d'arriver à observer, à regarder ce qui nous entoure, hein, à réagir au quotidien, à être acteur, hein, et tout ça, c'est notre quotidien d'agriculteur. Voilà. Merci, Monsieur Lotte. On a compris que pour vous, votre parcours est positif. Vous en tirez une conclusion positive. En tout cas, par rapport à ce que nous avons vu dans le film, il y a aussi cette même préoccupation pour les agriculteurs qui, dans les DOM, tentent de retrouver des méthodes traditionnelles. J'ai envie de demander à Madame Chave, qui travaille sur le sujet à l'INRA, de nous dire quels sont les travaux en cours, puisque nous sommes en milieu tropical, et certainement que la question, si elle se pose de la même manière, mais elle appelle peut-être d'autres solutions. Alors, oui, alors je crois que, Monsieur Lotte en a parlé, tout ce qui est association de culture, donc ce sont des techniques qui sont travaillées aussi bien donc en métropole avec les engrais verts qu'aux Antilles. Il y a pour ce qui est également donc, de la mobilisation de la biodiversité du sol, donc je vais en parler un petit peu plus en détail là, donc je vais présenter ça, d'accord. Ok, donc déjà je vous remercie de m'avoir associé à ce séminaire. Donc ma présentation donc, va porter sur la co-construction de propositions donc pour valoriser la biodiversité du sol et contribuer à la petite agriculture agroécologique. Alors, donc je suis agent du centre INRA Antilles-Guyane, donc, dont le président, et je représente son président aujourd'hui, donc Harry Osier-Lafontaine. Le centre Antilles-Guyane, donc, il a 2 axes de recherche. Donc, le premier, c'est de construire des stratégies agroécologiques et de développer la compétitivité des agrosystèmes tropicaux. Et le deuxième, donc on a parlé de la Guyane ce matin, donc, porte sur l'écologie intégrée, la valorisation des écosystèmes forestiers tropicaux. Alors, donc nos travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre de la transition agroécologique et qui visent donc à allier la qualité de vie et la compétitivité des agrosystèmes. Donc, on recherche donc les 3 piliers de la durabilité, aussi bien donc, écologique, économique que social. Alors, voilà. Donc, j'ai représenté très schématiquement ici donc 2 voies de transition qui sont discutées actuellement au niveau des instituts de recherche, qui sont très schématiques et qui ne visent pas ni à opposer, comme on l'a dit tout à l'heure, qui visent au contraire à un petit peu avoir une grille d'analyse de ces transitions, et en particulier selon 2 voies. Donc une voie qui viserait à augmenter l'efficience
des intrants ou à les substituer. Donc ici, on a une volonté, donc un objectif de minimiser l'impact des intrants sur l'environnement. Et une autre voie qui peut s'hybrider, on le verra par la suite, mais qui est la reconception des systèmes de culture basés sur la biodiversité. Donc cette voie-là valorise les services écosystémiques et valorise en particulier la biodiversité du sol, la biodiversité végétale. Alors, donc, on a ici des objectifs et des démarches qui sont totalement différentes dans le cadre de ces deux voies. Donc, on a la voie de l'efficience ou de la substitution des intrants phytopharmaceutiques par d'autres types d'intrants, donc, est une voie qui a un objectif principal qui est la productivité. Alors que pour ce qui est de la reconception basée sur la biodiversité, on est dans une recherche de synergie entre production et service. Alors production et service, ça a été montré par de très nombreux exemples dans la séance précédente, ou même encore par M. Lott ici, donc, ou dans le cadre du Jardin Créole par M. Fonrose. Donc on ne cherche pas uniquement à produire des biens alimentaires, mais également à fournir des services. Donc pour le Jardin Créole, il y avait la production de plantes médicinales, par exemple, ou de plantes pour construire l'habitat, les cases, par exemple. Voilà, donc dans le cadre de la voie de transformation basée sur l'efficience et la substitution, donc on est dans le cadre d'une production de technologies qui sont transférées clé en main aux agriculteurs, alors que dans le cadre de la reconception, donc on est dans le cadre de pratiques situées et donc qui font appel à des connaissances locales. On l'a vu dans de nombreux exemples également. Pour ce qui est de la gestion, donc, on a vu ici M. Lott, donc, qui est dans le cadre d'une gestion adaptative, qui est basée sur l'observation, sur une évolution au cours du temps des décisions, sur une prise de risque, alors que pour une stratégie beaucoup plus conventionnelle, on est dans une cadre de gestion planifiée, voire contractualisée. Donc on n'a pas du tout les mêmes filières dans ces deux archétypes qui sont, comme je disais, très schématiques, des filières industrielles d'un côté et de l'autre côté des filières avec des organisations territorialisées. Donc le marché, le MANA, en est un exemple. Donc Roselyne Joachim parlera tout à l'heure un petit peu de la transition et des travaux qui sont faits en Martinique pour passer du jardin créole à des systèmes, des systèmes agroécologiques, et elle montrera l'importance de la dynamique collective à l'échelle du territoire pour passer du jardin créole à ces systèmes, pour que ces systèmes soient reconnus. Alors en termes de recherche, donc, bien évidemment, le premier objectif de la recherche, c'est de produire des connaissances, en particulier sur les interactions écologiques, pour contribuer donc, au développement de ces systèmes plus respectueux de l'environnement, mais aussi on adopte un changement de posture qui vise à accompagner les dynamiques locales avec une intégration vraiment des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales. Donc pour ça, je vais partir d'un exemple qui est un exemple d'une démarche participative qui a été mise en œuvre suite à une demande des agriculteurs et de la Fredon en Martinique. Donc, qui est venu me demander de parler un petit peu des dernières connaissances sur la vie du sol et en particulier sur les interactions des plantes au niveau de leurs racines avec les micro-organismes. Alors il faut savoir qu'on sait encore très peu de choses des interactions qu'il y a entre les racines et les micro-organismes qui sont associés. Donc il y a, vous voyez là, donc c'est 100 milliards, 100 milliards de cellules par gramme de sol. Donc le sol rhizosphérique, c'est le sol qui est associé dans la zone très proche de la racine, avec différents types de micro-organismes. Alors très schématiquement encore, des micro-organismes qui sont neutres, d'autres qui vont causer les maladies. D'autres qui vont causer les maladies. Donc ici par exemple une bactérie qui va causer le flétrissement de la plante, et puis d'autres micro-organismes qui sont bénéfiques. Alors ces micro-organismes bénéfiques, ils vont contribuer d'une part à la productivité et aussi à la santé des plantes.
Alors, on est parti d'un exemple de micro-organismes bénéfiques un peu particuliers qui sont les mycorhizes. Alors, les mycorhizes sont des associations, des symbioses entre les racines et des champignons du sol. Et leur particularité, c'est de créer des réseaux d'interaction entre les plantes. Alors, vous avez ici la représentation de la partie intraracinaire à gauche et de la partie extraracinaire à droite. Et on peut considérer deux éléments qui peuvent être valorisés. Donc des spores ici en petit, qui sont des unités, et puis les réseaux qui sont à droite, là, qui sont des réseaux qui permettent les communications entre plantes avec les échanges de molécules signales, de signaux entre plantes, et de tout autre type de molécules. Voilà. Alors si on reprend les deux grandes voies un petit peu de transition qui avaient été proposées schématiquement précédemment, donc on peut valoriser les mycorhizes de deux façons. Une façon qui serait de s'inscrire dans une stratégie d'efficience et de substitution. Donc il y a des producteurs de mycorhizes, de spores de mycorhizes qui sont ensuite conditionnés. Donc ces produits peuvent être utilisés en substitution dans l'exploitation. Et une autre voie qui est celle de la reconception basée sur la biodiversité, qui vise à valoriser les mycorhizes naturellement présents dans les sols. Alors cette autre voie, elle est à co-construire parce qu'on n'a pas de technologie disponible pour la mettre en œuvre. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est une dynamique qu'on a engagée en Martinique, donc d'essayer de valoriser ces mycorhizes naturellement présentes dans les sols. Voilà, alors comme je le disais, on est face à des processus écologiques complexes. Donc ici aussi, on a une attitude d'humilité, aussi bien également en tant que chercheur, puisqu'on a des connaissances qui sont incomplètes, des résultats qui sont incertains. Et donc on est dans une dynamique de partage de connaissances scientifiques et de connaissances locales pour la production d'innovations techniques, mais également organisationnelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur des méthodes des sciences de gestion, qui visent à concevoir des innovations par des démarches participatives. Et donc ces méthodes sont des méthodes de conception innovantes. Et on s'est appuyé sur différents outils, donc des ateliers participatifs, des enquêtes visant à identifier les freins et les leviers à la valorisation de la biodiversité du sol et aux mycorhizes en particulier. Donc on a bien évidemment mis en place également des expérimentations à la Fredon, mais aussi chez les agriculteurs. Et donc on a construit des outils pour le partage de connaissances, pour partager des connaissances qui soient scientifiques et également connaissances locales. Exemple, quelles plantes associer pour valoriser les mycorhizes. Voilà, alors je vais donner simplement un exemple de résultat. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est uniquement pour montrer justement la diversité de propositions et comment elles sont co-construites. Donc valoriser la mycorhisation, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs voies pour le faire. Et il y a de très nombreuses pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Et donc ces travaux sont issus d'échanges avec les agriculteurs. Voilà. Donc, si vous avez des questions plus précises, je pourrais détailler. Mais donc, on a vu à gauche des souches standards qu'on peut acheter dans le commerce. On peut imaginer aussi une production locale de mycorhizes, mais qui soit vendue via des unités de production locales. On peut imaginer d'autres innovations qui soient basées sur une diversité de souches naturelles. Et dans le cadre de la voie reconception biodiversité, il y a différentes pratiques à mettre en œuvre, limiter le labour par le paillage, comme on l'a vu avec M. Fonrose, réduire les intrants, utiliser des plantes qui favorisent les mycorhizes. Tout cet ensemble de propositions vont contribuer à la valorisation des mycorhizes locales. Et puis on peut les amplifier de façon plus intense.
Et donc la démarche participative que nous avons mise en œuvre donc, ça, conduit à une hybridation finalement de ces deux voies, avec des propositions issues des agriculteurs pour des organisations collectives pour produire des mycorhizes locales, mais sur des zones pédoclimatiques spécifiques. Voilà. Donc, simplement en guise de conclusion, donc, je voulais souligner la diversité des parcours. Je pense elle a été montrée tout au long de ces séances. L'importance des démarches qui sont multi-acteurs, multi-échelles, mais situées. La nécessité d'avoir des approches systémiques et puis donc l'inscription des travaux dans des dynamiques transdisciplinaires qui hybrident les connaissances et une volonté des parcours qui sont toujours orientés vers l'action. Très bien, merci. Nous remercions Madame Chave. Monsieur Fonrose, est-ce que l'action menée et puis cette notion de co-construction de l'INRA, est-ce que ça correspond à ce que tu disais? Aujourd'hui, la science tend à confirmer ce que disaient les grands-parents. On a entendu dire ça dans le film. Il a participé aux ateliers. Activement. Donc, est-ce que tu peux compléter l'information, enfin, les positions que tu prenais dans ce film qui nous a été projeté, s'il y a lieu? Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est savoir si vraiment ce qu'a présenté Madame Chave, cette nouvelle manière de faire, bien évidemment, dans l'atelier, il te reviendra aussi de répondre à la question de savoir si on peut nourrir la population avec ces techniques et ce type d'exploitation. Mais dans un premier temps, est-ce que cette manière de procéder de la recherche est nouvelle? Est-ce que ça permet d'avancer plus précisément vers des solutions pragmatiques et utilisables par les agriculteurs? Oui, la réponse la plus simple. La réponse la plus simple sera ça, oui. On a fini. Mais c'est vrai que moi, j'ai été effectivement... bonjour tout d'abord à tous et à toutes. Sur le sujet, je dois dire, je dois préciser à l'Avolution que je suis d'abord autodidacte dans ce métier. Je ne suis pas du tout de formation agricole. C'est simplement une passion que j'ai transformée en métier. Et effectivement, j'ai étudié tout ce qui était l'agroécologie de façon passionnée pendant que je travaillais, que j'avais d'autres activités. Et il s'est avéré qu'il ne fallait pas y toucher. Fallait pas y toucher parce que le toucher, c'est l'adopter. Voilà, j'y suis. Alors, pour revenir, effectivement, je rejoins tout à fait les études qui ont été menées par l'INRA, dont j'ai effectivement participé aux ateliers. C'est pour moi un socle fondamental pour l'avenir d'une agriculture pérenne et d'une agriculture digne de ce nom, afin de nourrir un peuple sainement. Et surtout de transférer cet outil. Souvent nous oublions, c'est un outil qui nous est mis à disposition pour nourrir une population. Et je dirais, mal l'utiliser, ce serait hypothéquer l'avenir de la population suivante. Voilà, un petit peu pour répondre un petit peu à ta question. Alors cette question qui trait à la capacité d'une agriculture à nourrir la population ramène souvent à la notion de mécanisation. Il faut pouvoir adopter des moyens mécaniques, dit-on, pour pouvoir produire en grande quantité et nourrir la population. Alors nous allons demander à M. Valentin, qui traite d'une expérience particulière au niveau
de son exploitation en matière de mécanisation. Alors, il ne s'agit pas d'une petite exploitation, mais il s'agit pour nous de faire état de ce que vous avez comme expérience dans ce domaine-là. Vous aviez un GIE qui vous avez transformé en GIE dans le cadre actuel de la politique agricole officielle qui consiste à développer particulièrement ce type d'organisation. Vous allez nous en faire part. Voilà, donc moi on m'a demandé de vous présenter le chemin parcouru pour créer un GIE. Et ce GIE, il nous a servi principalement à acquérir du matériel, mais du matériel spécifique pour le désherbage mécanique. Voilà. Donc en fait, on a créé ce GIE, au départ c'était qu'un GIE, tout simple. En 2012, en fait, c'est 6 exploitations qui sont regroupées. Donc on est dans la vallée du Rhône, dans la Drôme. Les 6 exploitations représentent à peu près 570 hectares. 8 exploitations avec à peu près 2 générations d'hommes, puisqu'il y a des jeunes qui ont autour de 26-30 ans, et puis les gens un peu comme moi qui approchent la soixantaine. Voilà. La particularité de ces exploitations, 4 étaient en bio déjà et 2 en conventionnel. Alors pourquoi cette volonté d'acquérir ou de renouveler du matériel spécifique au désherbage? C'est déjà, on est en zone vulnérable, comme beaucoup de communes maintenant. Il y a aussi la présence d'un captage d'eau potable classé Grenelle. Donc là, on avait un petit peu, pas nous, nous en bio, on n'était pas trop concernés, mais tous les collègues qui sont conventionnels avaient cette épée de Damoclès au-dessus d'eux, parce que le préfet commençait à nous dire, attendez voir, il faut peut-être mettre en place des actions, sinon soit on ferme le pompage, soit on interdit les cultures autour de ce pompage. Donc on a un petit peu avancé là-dessus avec la Chambre d'agriculture de la Drôme plus l'Agence de l'eau, qui nous ont vraiment incité les conventionnels à diminuer leurs pesticides. Voilà, donc nous, en bio, on avait aussi du matériel qui était vieillissant. On avait un petit peu une envie. Parce qu'en fait, moi et un autre collègue, ça fait déjà 30 ans où on a du matériel en copropriété, dont un tracteur. Et le tracteur, il y a 30 ans, quand on l'a acheté, ça ne s'est pas passé... dans la campagne, on a un peu parlé de nous, quoi. Si on achetait un tracteur en copropriété, c'est qu'on n'avait pas les moyens. Mais aujourd'hui, ça a été une force pour créer notre GIE, parce que il y avait une référence, c'est-à-dire qu'on avait prouvé qu'on pouvait travailler avec du matériel en commun, en copropriété. Donc c'était un petit peu le but des 4 autres exploitants. Voilà. Il y avait aussi le savoir-faire des bio qui, pour ceux qui étaient en conventionnel, ça les rassurait. Parce qu'ils voyaient que finalement, en utilisant tel ou tel matériel, ils savaient que nous, on était derrière pour les conseiller un petit peu pour l'utilisation justement et le réglage de ces outils. Donc ces 2 autres exploitations nous ont bien suivis. Et aujourd'hui, 3 ans après, ils n'ont pas fait ça cette année, mais l'année prochaine, ils vont commencer de convertir leur exploitation en bio. Voilà. Donc ça veut dire que ça a entraîné, ça crée une dynamique, quoi. Voilà. On a aussi eu l'Agence de l'eau et la Chambre d'agriculture qui nous ont vraiment persuadés de nous mettre en groupe, de créer, d'acheter du matériel en groupe, parce qu'ils pouvaient plus facilement nous aider. Voilà. Ensuite, la réalisation de ce GIE, donc ça a démarré par la visite d'un GIE qui avait été créé quelques mois avant nous. Là, on a eu l'opportunité de rencontrer des personnes leaders, des gens compétents dans le montage d'un dossier d'un GIE.
On a eu l'aide aussi de notre centre de gestion pour la partie juridique et comptable. Et puis l'appui de notre banque, enfin de la banque, puisqu'on n'avait pas forcément tous la même, qui a trouvé notre projet intéressant et innovant et qui nous a vraiment bien accompagnés pour réaliser ces investissements. Le projet par lui-même, ce n'est pas peut-être le plus important, mais c'est un investissement sur du matériel d'un petit peu de haute technologie, c'est-à-dire principalement c'était le guidage par GPS avec une double antenne, une sur le tracteur plus une sur l'outil derrière, pour pouvoir être précis le plus possible au centimètre près, enfin à 2 cm près, et même en pente, voilà, même en dévers. Sachant que chez nous, ce n'est pas les mêmes dévers qu'en Martinique. Voilà, on a acheté donc du matériel de binage, du matériel aussi pour la destruction, enfin pour la mise en place et la destruction des cultures intermédiaires. Voilà, c'est pas forcément transposable dans tous les territoires de France, mais la démarche peut peut-être se transposer. Le financement, donc bien sûr on a eu des prêts bancaires avec des taux intéressants, donc ça a facilité aussi les choses. Et puis surtout on a eu des aides par le FEADER, et puis l'agence de l'eau, et puis aussi le syndicat d'eau potable qui lui nous a aidés pour l'installation des antennes pour le guidage de GPS. Parce que ces antennes, elles sont positionnées donc sur les terrains du syndicat d'eau potable. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est que s'il y a d'autres groupes qui se montent dans notre secteur, eh ben, que les autres agriculteurs puissent bénéficier de ça. Voilà, donc ils ont participé aussi au financement de ces investissements. Et puis ce GIE, c'est aussi une vie en groupe. Alors moi et mon collègue, on avait un peu l'habitude de travailler ensemble, mais les autres non. Et c'est une nouvelle, un petit peu une nouvelle vie, une nouvelle façon de travailler, forcément. Donc de nombreuses réunions déjà nous ont permis de mieux nous connaître, de bien cerner nos besoins, et puis d'échanger sur des problèmes très techniques. Et là, je me suis dit, là, j'ai pris un petit coup de vieux, là. Parce que c'est là que les jeunes, ils sont intervenus, et eux, ils ont apporté des techniques nouvelles que nous, on ne pensait même pas, quoi. Enfin, la deuxième antenne sur l'outil, pour moi, je savais à peine que ça existait, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une force, mais vraiment une force quand on a plusieurs générations qui veulent avancer dans le même sens. Et, voilà. Ceci aussi, ça nous a permis de... Maintenant, on va vers un... Donc on a le matériel en copropriété, pas encore les tracteurs, sauf moi et mon collègue. Mais on commence à dire, ah oui, mais l'outil, là, tel outil, il est attelé à un semoir, ah ben, on ne le détale pas. C'est-à-dire que le tracteur, maintenant, il fait le tour de toutes les 6 exploitations. Après, les bineuses, c'est la même chose. Donc, on a établi, pour l'instant, c'est un petit peu marginal, mais enfin, on fait ça de manière... on note les heures, c'est tout. Mais on voudrait, à terme, avoir un logiciel un petit peu qui gère un petit peu tout ça, pour qu'en fin d'année, on puisse dire, ben voilà, toi, tu me dois un temps parce que j'ai passé un peu plus de temps chez toi, ou voilà, mon tracteur est allé travailler chez toi, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quoi. Mais aujourd'hui, le groupe est très soudé, et parce que bon, toute cette nouvelle technologie, ça n'a pas marché comme ça du jour au lendemain. La première année, enfin l'an dernier notamment, on a eu un petit peu des déboires, on a essuyé des plâtres, des entreprises, enfin bien sûr, parce que voilà, ce qu'il faut, c'est qu'une bineuse, quand on est en bio, une bineuse, il faut qu'elle marche le jour J. Et quand elle arrive 8 jours avant, même si elle est prête, elle n'est pas vraiment au point.
En attendant, nous, voilà, en attendant, c'était le pont du 1er mai, le pont du 8 mai, l'Ascension, tout ça. Il pleuvait un petit peu entre-temps. Donc ça nous a mis un petit peu, pour certains, dans des difficultés financières parce que certains collègues ont dû ressemer presque la totalité de leur maïs ou de leur soja. Mais malgré tout, on a tous serré un petit peu les poings dans les poches et on ne s'est pas fâché parce que le matériel, il fallait qu'il tourne, tout ça. Et du coup, dans l'hiver qui a suivi, l'hiver dernier, là, on a décidé de suivre une formation comment vivre ensemble. Et ça, c'était pas mal, je trouve. Apprendre à se parler sans se fâcher et à dire les mots sans qu'ils soient blessants. Voilà, donc on se fait aussi des petites réunions informelles autour du matériel avant la saison pour programmer un petit peu le planning. Après la saison aussi, pour échanger, pour échanger nos soucis. Il y a forcément un petit peu des petits problèmes, voilà, on fait comme ci, comme ça, et ça nous permet d'avancer. Donc on va mettre en place aussi cette location de tracteurs de manière plus informelle, enfin un peu moins informelle plutôt. Voilà. Et puis on a encore des projets qui arrivent, qui naissent comme ça, l'utilisation d'un logiciel donc, pour gérer les échanges de matériel et de main-d'œuvre. Et puis l'achat encore de certains autres matériels comme un décompacteur, un strip-till parce que là aussi, même en agriculture bio, peut-être qu'il y a la possibilité d'utiliser ce genre d'outils et qui, agronomiquement, à mon avis, est intéressant. Et puis il y a l'interrogation aussi maintenant de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire d'acheter les tracteurs au GIE. Alors ça sera peut-être moins facile ça parce que quand même le tracteur, pour certains ça reste encore l'outil indispensable dans une ferme mais qu'on aime bien avoir en propriété. Tout ça aussi, ça nous amène à discuter entre nous et à mettre en place de nouvelles cultures comme la luzerne. Dans la Drôme, c'est une culture qui est assez répandue. Mais donc là, on aurait la possibilité de faire de la semence de luzerne. Et c'est parce qu'on est en groupe que ça a intéressé un semencier. Voilà, et puis alors, dans les projets à venir aussi, il y a des échanges de fourrage, de paille ou de fumier avec justement l'autre groupe, l'autre GIE, qui est à une vingtaine de kilomètres de chez nous, là. Et eux, ce sont plutôt des éleveurs. Voilà. Et puis, il y a aussi un gros projet, mais qui va mettre du temps à se mettre en place, c'est peut-être la création d'un méthaniseur. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Voilà un petit peu sur comment on a réalisé notre GIE et qui est devenu GIE 2E en février dernier, là, lors du Salon d'agriculture. Voilà. Alors, GI2E, on peut rappeler ce que c'est, groupement? C'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Voilà, nouvelle forme d'organisation, si on puisse s'exprimer ainsi, proposée par la politique agricole officielle. Alors, vous nous avez fait part, M. Valentin, de l'expérience d'agriculteurs recherchant concrètement des solutions à leur situation, en tout cas à leur objectif de mécanisation de l'activité. Nous savons que l'organisation est un des passages obligés pour permettre une bonne production, en tout cas la viabilité de certaines exploitations, y compris sur les petites exploitations. On a vu tout à l'heure dans le film un agriculteur qui nous disait qu'avec les solutions en vigueur, en tout cas proposées par le marché des machines agricoles, il ne pouvait pas mécaniser notamment sa production d'igname. Alors la question que je poserais, d'ailleurs l'organisation,
c'est pas seulement du point de vue technique, elle est aussi du point de vue du regroupement des producteurs. Vous venez de nous dire que vous avez même suivi une formation pour savoir comment parler ensemble. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller pour pouvoir progresser. Et il y a aussi des formes d'organisation des producteurs pour la commercialisation. Nous avons vu une partie dans le film qui sera certainement débattue demain. Mais il y a aussi tout l'encadrement que l'on peut mettre en place pour accompagner les agriculteurs. Je demandais à Mme Jourachin de faire état des travaux, des études engagées par la Chambre d'agriculture pour aider les agriculteurs à s'organiser dans le domaine qui est celui de la petite agriculture. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, on va parler essentiellement d'accompagnement de ces petites agricultures dans le cadre de la... Il a été trop vite, je suis fatiguée. Non, la première. Voilà, j'étais juste là. Merci. Donc, je disais, on est juste dans le cadre de l'accompagnement des petites agricultures. On a un choix qu'on appelle traditionnel, non pas en référence aux méthodes traditionnelles et non pas au type de culture, hein, puisque on sait que canne et banane sont souvent appelées agriculture traditionnelle, mais ce n'est pas dans le même sens. Alors, nous allons aborder les finalités, les objectifs, le contexte et le cadre dans lequel nous travaillons pour ces agriculteurs et ces agricultures, les problématiques et les enjeux, les résultats attendus, les axes de travail que nous avons choisi de soutenir, les études réalisées, les outils pour mettre en œuvre les actions de reconnaissance et les perspectives. Alors, il faut savoir que depuis les années 80, la Chambre d'agriculture de Martinique poursuit une démarche en faveur d'une prise en compte de la diversité de notre agriculture dans toutes ses potentialités. Notre implication dans ce colloque fait suite à nos travaux d'études prospectives et aux séminaires réalisés, il faut le rappeler, en 2014 avec l'ARS Mutadis sur les civilisations dans le cadre du plan chlordécone et des agricultures traditionnelles et dans le rapport au maintien et à la sauvegarde de nos agricultures. En janvier 2015, par l'INRA Antilles-Guyane, le séminaire Transact PAF, Petite agriculture familiale en Guadeloupe, nous avons aussi apporté nos contributions. Et récemment, en mai 2015, nous avons travaillé sur le jardin créole, de jardin créole à la petite exploitation agricole, agroécologique, pour mettre en évidence tout ce qui est réalisé au niveau de ces exploitations-là et cette transition qui est réelle. Alors, il faut rappeler que cette démarche s'inscrit dans une finalité qui est la suivante. Il s'agit pour la Chambre d'agriculture de Martinique de renforcer la visibilité et l'accès au soutien public des petits agriculteurs qui sont dans une démarche proche de l'agroécologie. Il s'agit aussi de valoriser nos productions traditionnelles et de soutenir les initiatives de producteurs qui opèrent sur des marchés de proximité. L'enjeu, c'est d'aller vers une vision partagée de l'identité de l'agriculture martiniquaise, partagée entre les agriculteurs, les consommateurs, la population, la société tout entière. Alors, nos objectifs sont les suivants. Partager la connaissance qu'ont ces petits exploitants agricoles qui innovent à partir de méthodes et de production traditionnelles. Nous n'avons rien inventé, nous l'avons vu dans le film, qui réinventent des modes de commercialisation de proximité, là aussi, qui se réapproprient des techniques, des pratiques qui existaient déjà bien auparavant. Il s'agit aussi de favoriser une vision convergente de l'agriculture martiniquaise entre les agriculteurs, la population et les politiques publiques et leurs orientations. Il s'agit en fait de mettre en place des outils pour développer cette agriculture. Alors, le contexte est le suivant. Nous avons observé, les chiffres l'ont prouvé, que depuis 2000, 2 petites exploitations sur 3 ont disparu. Parmi elles, de nombreuses petites exploitations qui pratiquaient les productions traditionnelles de la diversification. Alors, ce que nous appelons la diversification, c'est donc toutes ces productions qui servent à alimenter la population et qui ne sont pas des productions pour l'exportation et qui sont diversifiées de fait. Avec moins de 5 hectares chacune, ces petites exploitations
occupe 30% de la surface agricole utilisée en Martinique, tout en représentant 85% des exploitations. Alors, c'est un chiffre qui est pratiquement partagé avec la Guadeloupe, la Guyane, hein, c'est-à-dire un fort pourcentage de petites exploitations et qui ont généralement des surfaces très, très, très faibles. Hein, c'est moins de 5 hectares. C'est encore plus accentué à Mayotte, on l'a vu. Et plus de 70% de ces petites exploitations pratiquent les circuits courts. Alors, le cadre de la réflexion est le suivant, que nous nous sommes posés. Il concerne premièrement la volonté des acteurs de la Martinique, les producteurs, la Chambre d'agriculture, les collectivités territoriales qui l'expriment de plus en plus fort et les partenaires de voir augmenter la production pour améliorer l'approvisionnement local. Cette volonté s'est accentuée bien évidemment après les événements de 2009 qui ont montré de façon cruciale l'importance et l'intérêt d'avoir une capacité de production propre à nos îles et ou nos territoires éloignés de la métropole. Ensuite, il y a la loi d'avenir agricole qui vise le développement de l'agroécologie et une origine locale de notre alimentation. Donc, on s'y reconnaît à travers une idée qui est soutenue par ces petites agricultures. Et un intérêt mondial pour la petite agriculture familiale, notamment l'année dernière, l'année 2014, année internationale de la petite agriculture familiale, et l'ensemble des contributions de ces agricultures-là. Alors, sur les problématiques et enjeux de nos orientations, l'idée était la suivante: comment faire se rejoindre l'attente de la société avec la réalité des petites exploitations agricoles, et ainsi que les dispositifs de soutien mis en place par les politiques publiques. Les enjeux sont les suivants: la qualité de la production en termes sanitaires, environnementaux et patrimoniaux, la pérennité et le développement des activités agricoles, la transmission de nombreuses exploitations aux nouvelles générations. On sait l'importance de cette transmission, notamment au regard des taux de chômage très importants que nous avons dans nos pays et la nécessité donc de tisser ce lien, la refondation du lien entre l'agriculture et la société qui n'y retrouve plus ses fondements. La contribution aussi au dynamisme de l'économie et de la société martiniquaise. Alors, les résultats espérés, attendus, sont les suivants. Alors, construire ensemble un projet de développement de l'agriculture de diversification traditionnelle et agroécologique. Construire ensemble un projet de consolidation des circuits alimentaires de proximité en Martinique. Pour que tous, ensemble, nous nous réapproprions l'identité de la production agricole de la Martinique dans sa diversité et sa multifonctionnalité. Alors, les axes de travail retenus au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons choisi pour accompagner ces agricultures d'abord d'avoir une démarche prospective. C'est notre mission et c'est pour ça que nous avons choisi, dans le cadre notamment des fonds SIOM, à partir de 2013, de nous lancer dans des études prospectives, donc dans des formes d'état des lieux et d'études qui nous projettent dans l'avenir, qui nous apportent des pistes de solutions par rapport à nos objectifs. Alors, on a choisi en particulier d'évaluer les capacités de production de nos exploitations, d'identifier leur production et leurs pratiques, par ailleurs de consolider et de développer les circuits alimentaires de proximité. Alors, pour ces deux axes, alors le premier en particulier, l'évaluation des capacités de production des exploitations agricoles et l'identification des productions et des pratiques, nous avons mené deux études. L'étude des potentialités des exploitations agricoles en diversification, c'est une étude qui a porté sur 600 exploitations agricoles, qui sont des petites exploitations agricoles qui produisent aussi bien du verger que du maraîcher, que des cultures traditionnelles, que des cultures conventionnelles, mais qui sont des exploitations en diversification, ainsi qu'une étude pour le soutien et le développement des pratiques et productions traditionnelles qui ont, elles,
cette étude a porté sur une 60aine d'exploitations dans le but de caractériser les pratiques de ces exploitations, ainsi que de mieux connaître les productions, hein, la diversité de ces productions, et elle a porté sur une 60aine d'exploitations. Voilà. Alors, pour consolider et développer les circuits alimentaires de proximité, nous avons là aussi mené une étude qui visait le soutien et le développement des circuits courts. Alors, on interrogeait, donc, ce sont des cabinets qui sont intervenus en partenariat, enfin, avec notre accompagnement, hein, notre demande, et puis avec des comités de pilotage, avec la validation des élus, etc., sur que peut-on faire pour soutenir et développer les circuits courts. Par ailleurs, nous avons travaillé dans le cadre du réseau rural Martinique sur un recueil d'expériences des circuits alimentaires de proximité en Martinique qui a consisté à faire un état des lieux sur l'ensemble des lieux d'échange et de commercialisation de produits agricoles sur le territoire, et afin que chacun de ces circuits soit identifié, caractérisé pour permettre l'échange et la consolidation de ces circuits. Alors, tous ces travaux nous ont menés à considérer qu'il fallait bien évidemment aller vers la mise en place des actions qui étaient préconisées dans le cadre de ces études, hein. Et parmi les actions qui étaient préconisées, sont revenues celles qui consistaient en, d'une part, la caractérisation de la petite agriculture traditionnelle et la définition de règles communes d'adhésion aux pratiques traditionnelles. Et donc, cette caractérisation devait passer par l'élaboration d'un cahier des charges de pratiques et de production traditionnelle. Donc, c'est l'une des actions qui a été préconisée dans le cadre des études. Et c'est sur cela que nous avons mis l'accent dans le cadre du récent séminaire que nous avons mené en mai 2015 en Martinique. Donc, nous avons fait des ateliers avec des agriculteurs. Nous avons eu 180 participants chaque jour, sur 2 jours, avec 90 agriculteurs. Et tous les acteurs du territoire qui sont concernés par la question du développement des pratiques agricoles ont participé à l'écriture des exigences auxquelles les agriculteurs voulaient eux-mêmes se soumettre pour être reconnus. Parce que l'objectif final, c'est une forme de reconnaissance de ces pratiques. Et souvent, on entend cahier des charges, labellisation à terme, etc. Donc, on commence par se connaître, se reconnaître et écrire son histoire et où on veut aller. Donc, premier cahier des charges sur les pratiques. Deuxième cahier des charges qui servait la caractérisation des circuits courts, marché de producteurs. Hein. On a choisi un des aspects des circuits courts, pas tous, parce qu'il y a plusieurs types de circuits courts et plusieurs types d'actions mises en place par les producteurs pour développer cette relation directe producteur-consommateur. Donc, on a travaillé sur les marchés de producteurs, notamment à l'exemple et aux initiatives qui existent déjà, comme celle du MANA. Nous en sommes inspirés pour permettre à toutes les initiatives comme celle de Bokoji qui réunit les agriculteurs du Sud, ou celle du Grand Marché itinérant, ou celle même de Orga Pays, de travailler sur un cahier des charges des circuits courts pratiqués sur les marchés de producteurs. Alors, là aussi, c'est dans le même cadre, dans le même séminaire, on a fait des ateliers différents, et afin de rendre tout cela, d'aller dans une même synergie, puisque ces outils servent les mêmes agriculteurs. Et enfin, nous allons poursuivre les objectifs à moyen et long terme liés au plan d'action proposé dans le cadre des études, notamment par la création d'un comité régional de promotion. C'est notre 4e étude qui est terminée là récemment. Et là, on a associé le conseil régional fortement, hein, puisque eux ont
pratiquement validé l'idée de ce comité régional de promotion agricole dans lequel on identifie les acteurs qui serviront la promotion de ces agricultures, de ces produits de l'agriculture, de la diversification, sans les isoler, sans les séparer de la production, de l'exportation, mais c'est une forme de mise en synergie des moyens actuellement alloués à la communication et à la promotion des produits agricoles d'une manière générale pour la Martinique dans le même entonnoir. Parce que vous savez que dans le cadre des interprofessions, la banane, la canne et les productions de viande aujourd'hui ont des moyens très puissants dans le cadre du POSEI d'être visibles, ce qui n'est pas le cas des productions de diversification. Donc ce comité régional de promotion agricole est un moyen d'assurer une forme de passage, on va dire, concerté de l'orientation et des moyens de la promotion agricole qui n'enlèvent pas aux structures, aux interprofessions leurs propres moyens, mais qui orientent ceux liés à la région, au conseil régional qui, lui aussi, a une action en faveur du développement et de l'animation agricole du territoire. Et l'idée qui est ressortie beaucoup lors de notre séminaire, c'est que pour rendre pérennes ces actions de promotion, de cahier des charges, etc., que l'animation est nécessaire et qu'il faudra qu'on ait véritablement un pôle encore plus fort d'animation pour pouvoir rendre effectif et durable les actions qui ont été mises en évidence dans le cadre des études qui vont servir ces petites agricultures-là. Voilà. Merci de votre attention. Très bien, merci. Donc on constate que, je précise que les études dont a parlé Madame Joachim ont été financées, notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé le SIOM, des fonds de l'État notamment, qui sont venus en soutien aux agricultures et aux économies des DOM. Et la Chambre d'agriculture avait donc proposé que des études spécifiques puissent être menées avec ces fonds du SIOM, le Comité interministériel de l'Outre-mer, pour soutenir donc le mouvement de cette agriculture qui tend à préserver le territoire et à rentrer en étroite relation, en tout cas à retrouver l'étroite relation avec la société. On voit bien que au-delà des techniques qui sont extrêmement nécessaires et qui sont à adopter par les agriculteurs, après avoir été bien vérifiées et bien validées par la recherche, mais en tout cas des techniques qui sont expérimentées sur le terrain par les agriculteurs, il y a aussi à mettre en place des organisations et toute une politique, si on peut parler ainsi, pour accompagner ces formes d'agriculture, ce qui est dans la droite ligne du travail de la Chambre d'agriculture. Alors, M. Valentin devant nous laisser parce qu'il a un train à prendre. Il nous reste 10 minutes. Commencez par lui poser les questions que vous aurez à lui poser parce qu'il va devoir nous quitter peut-être avant le terme de cet atelier. Je propose donc que nous passions au débat, que vous veniez par vos interventions et questions compléter ce qui a été dit et en tout cas demander aux intervenants de préciser leurs pensées. Oui. Vous avez le micro juste derrière vous, sur au pied, je crois. Donc, bonjour, Dominique Danse. Donc, je suis chargée de mission au ministère de l'Agriculture en charge de dossiers Outre-mer. Et je peux vous dire que je suis absolument ravie d'être là parce que dans une vie antérieure, j'ai été chef d'exploitation. Et qu'est-ce que ça fait du bien de remettre les bottes, de parler de fertilité et de parler d'observation. Alors, ce que je voulais juste vous faire un petit point parce qu'il y a un outil sur lequel j'aimerais bien interroger d'ailleurs nos interlocuteurs des DOM qui a été mis en place pour essayer effectivement de faire de l'intelligence collective, de mettre les acteurs ensemble. C'est ce qu'on appelle le RITA. Le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. Plutôt que de créer un énième institut technique, il a été décidé il y a maintenant quelques années qu'on mettrait tous ensemble les gens de la recherche, les gens des instituts techniques, recherche fondamentale, recherche appliquée, les instituts techniques, toutes les structures qui font les développements et évidemment en premier lieu les chambres d'agriculture, l'appareil de formation qui soit continu ou qui soit initial. Enfin bref, on a mis tout le monde, et j'oubliais évidemment les agriculteurs. Tout ça pour quoi faire ? Tout simplement pour avoir du lien,
pour faire que ce qui se trouve dans les laboratoires arrive sur le terrain, que ce qui se trouve sur le terrain aille aussi sur le terrain. Donc ça, j'aimerais bien, je vous donne une toute petite présentation, mais je sais que la Chambre d'agriculture Martinique est très impliquée là-dedans. Il faut savoir que ça marche, il y a très 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 peu de moyens. On espère que l'Europe va nous soutenir, on espère que pour que l'Europe nous soutienne, les conseils régionaux vont nous soutenir, enfin vont vous soutenir. Vous soutenir, je ne suis pas financée par le SIOM ni par le RITA, mais par contre, tous les travaux qui sont faits, alors il peut y avoir des travaux de type travail sur la fertilité, sur les plantes fourragères, je crois, en Guyane, des séminaires qui ont été faits sur l'agriculture familiale, je pense que c'est à Mayotte, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a un certain nombre de... Et en Guyane, d'ailleurs, je crois. Il y a un certain nombre de choses. C'est un système qui marche très bien. L'objectif, c'est qu'il soit utile et qu'il soit efficace. D'où ma question. La Chambre de la Martinique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question pour le président de la Chambre d'agriculture. Bon. Simplement, ce que je vais rappeler, c'est que l'héritage, comme beaucoup de choses dont nous discutons là aujourd'hui, ont été très largement discutées au sein de la Chambre d'agriculture de la Martinique depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, ça a été l'une de nos propositions, avant même le SIOM, parce que nous avions fait déjà cette proposition à l'époque, avant que les instituts techniques, certains instituts techniques ne soient créés. Et donc, effectivement, pour nous, c'est une très bonne chose qu'on puisse aller dans une démarche commune, parce que pour nous, l'idée, c'est que de toutes les façons, il y aura de moins en moins de moyens pour accompagner les agriculteurs dans la recherche d'expérimentation. Nous voyons que de plus en plus, nous avons besoin d'expérimenter des systèmes de production, d'expérimenter un certain nombre de choses. Et il est important, effectivement, qu'on puisse accompagner tout cela. Alors, c'est vrai que le système qui a été mis en place, si elle n'est pas totalement satisfaisant pour nous, mais en tout cas le mérite d'exister, et nous nous inscrivons là-dedans. La Chambre d'agriculture y contribue beaucoup. D'ailleurs, sur la Martinique, non seulement il y a une animation qui a été mise en place par les autorités de l'État, mais nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons également mis notre propre animation de l'expérimentation au sein de la Chambre d'agriculture pour animer un réseau avec la Chambre d'agriculture, puis avec d'autres partenaires, la Frédon et puis d'autres partenaires, pour effectivement essayer de trouver des solutions. Alors, ça marche, le RITA marche, parce qu'il y a une volonté des institutions pour que nous mettions en commun des choses. L'esprit, c'est pas de... Il y a de la recherche qui se fait, il y a un certain nombre de choses qui se font, il y a de l'expérimentation, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aussi faire descendre ça jusqu'au niveau des agriculteurs. Alors, il y a, et nous l'avons vu, les agriculteurs qui sont là, ceux qui ont été présentés dans le film, innovent tous les jours, ils ont des préoccupations, ils ont des demandes, et il est important qu'ils puissent être accompagnés. Nous avons connu par le passé beaucoup M. Rosali qui va peut-être intervenir demain, qui avec d'autres agriculteurs, ont planté des goyaves. Et puis, quelques années après, parce que le goyave, c'est quand même une plante qui devient assez grande, qui prend plusieurs années, au moins 2 ou 3 ans avant de commencer à porter. Et puis, quand ils ont, après une année ou 2 années que ça a commencé à porter, ils ont découvert que les plants qu'ils avaient mis en terre, ou la variété qu'ils avaient mis en terre, étaient très sensibles aux nématodes, et beaucoup ont perdu toute leur plantation. Or, si on avait mis en place un peu d'expérimentation avant, peut-être que ces agriculteurs-là auraient évité de perdre de l'argent comme ça. Donc voilà, donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, nous nous inscrivons dans ça, mais c'est pas, il faut aller plus loin, et puis il faut que tout le monde converge vers le même objectif qui est d'apporter aux agriculteurs des solutions aux différentes problématiques, parce qu'ils doivent répondre à la demande du territoire, à la demande de la population pour qu'ils aient l'objet un peu de ce colloque, c'est ça, c'est apporter un bien-être aux gens, il faut qu'ils soient accompagnés. Voilà.
Merci. Autre question? Oui, monsieur Landrin. Voilà, ça fonctionne. Pour savoir comment vous avez organisé la transition juridique entre le GIE que vous étiez pour passer au GIE, qui est en fait une organisation qui n'est pas un cadre juridique. Alors, en fait, c'est une labellisation, le deuxième E. Voilà. Donc, on a été labellisé parce qu'on rentrait dans les clous, voilà, au niveau environnemental. Donc vous êtes resté dans le même cadre juridique du GIE. Ah oui, oui. D'accord, oui. Merci. Oui, monsieur Carême. Ah oui, toujours au même participant. Moi, ce serait plus sous les questions d'ordre général. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils si on voudrait mettre ce type de démarche en place? Qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil à des agriculteurs qui voudraient activer ce genre de levier pour de l'utilisation en commun, de l'acquisition de matériel en commun? Quels seraient vos conseils principaux sur la manière de s'y prendre? Alors, je crois que d'abord, il faut avoir un petit peu une culture de partage du matériel. Ça, c'est la base. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fini. Enfin, plutôt, on n'a plus les moyens de pouvoir se payer un matériel très sophistiqué sur une même exploitation. Voilà. Alors après, il faut rencontrer les gens qui ont les mêmes idées que vous. C'est pour ça que nous, notre GIE, on l'a fermé à 6. Même s'il y en a d'autres qui veulent venir aujourd'hui, on dit non parce que voilà, c'est déjà pas si simple que ça de se gérer à 6. Donc s'il y en a d'autres qui arrivent, voilà. En fait, on s'est choisi au départ. On s'est choisi. On se connaissait tous. On est dans un rayon de 3 km, donc on se connaissait bien. Voilà. Alors, je sais qu'à midi, on a parlé un tout petit peu de CUMA. Et chez nous, des CUMA, il y en a pas mal. À mon avis, les CUMA, elles ont du plomb dans l'aile parce que, et c'est bien dommage, c'est un problème de subvention. Aujourd'hui, maintenant, souvent, le matériel qu'on achète est subventionnable et subventionné. Sauf que dans une CUMA, c'est la loi qui dit ça, la subvention reçue doit rester dans les comptes de la CUMA. Ça veut dire que les agriculteurs qui utilisent ce matériel ne peuvent pas en profiter. Et quand c'est des montants conséquents, des pourcentages de subventions conséquents, ça va poser un problème, quoi. Donc, à mon avis, le GIE, c'est peut-être la solution pour remplacer à terme les CUMA. Voilà. Très bien. Ce que je retiens en particulier de l'expérience de M. Valentin, c'est qu'au départ, sa technique de copropriété, ça faisait l'objet de railleries, c'est ça, hein? Et puis finalement, ça a abouti à la création de GIE dans lequel d'autres veulent venir et c'est lui maintenant qui refuse pour que ça continue à marcher. Par conséquent, les innovations qu'on en introduit, qui peut-être au départ paraissent parfois sorties, ouais, on va dire ça comme ça, qui sont parfois marginales, finissent un jour par devenir des éléments porteurs pour l'avenir. Donc c'est une leçon à retenir. Il ne faut pas hésiter à introduire les innovations à partir du moment où elles répondent à un souci concret de l'exploitant ou des exploitations qui adhèrent, y compris en termes d'organisation. Autre question? Oui, de Saint-Martin. C'est une suggestion à la question de monsieur. Vous m'entendez? Oui. On peut prévoir aussi, dans le cadre d'une SICA, une coopérative, faire un dossier de défiscalisation en achetant du matériel, puisque c'est les mêmes producteurs qui sont dans la SICA. Et la SICA peut acheter le matériel et mettre à disposition aux agriculteurs. En défiscalisation, je pense que ça peut se faire.
Voilà, donc pour avoir les moyens d'acquérir le matériel. Mais au-delà des moyens, il faut avoir la capacité de l'utiliser en commun et la question se pose à ce niveau également. Oui, Madame Monjean. Oui, alors je me suis présentée, l'agricultrice de la Martinique. Je fais partie d'un GIE dont je suis la présidente. Donc votre expérience du GIE m'a beaucoup intéressée. Et je témoigne pour dire la difficulté aussi de gérer le GIE. C'est pas évident du tout. Surtout lorsqu'on a du matériel en commun, c'est pas une simple affaire. Et au niveau de notre GIE, nous avons demandé une aide pour pouvoir nous aider à gérer l'ensemble du GIE, c'est-à-dire qu'une personne ressource qui nous permet de gérer toute l'administration du GIE et puis aussi des aides individuelles personnalisées aussi à tout un chacun parce que c'est une grosse machine en fait. C'est ce que j'avais à dire. Donc aussi l'aide au niveau de l'accompagnement. Ça, il faut préciser ça au niveau des structures. Merci. Oui, monsieur le directeur. Tu rejoins le... Ah. Il y en a un là, il y en a celui-là. Oui, juste pour un peu appuyer ce qui vient d'être dit par rapport à la mise en place de groupements et de structures communes qui effectivement peuvent être effectivement des éléments du futur, en fait, de ce que nous voulons développer, doit effectivement d'être accompagné très fortement par des structures accompagnantes. Et aussi bien sur des aspects techniques que sur la démarche, comme a expliqué M. Valentin, parce que la démarche n'est pas neutre non plus. Et il faut aider les personnes qui vont dans le même sens à se rencontrer. Et peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais j'avais un autre propos, c'est par rapport à ce qu'a présenté Roselyne Joachim. Comment le plan d'action qu'elle a présenté se décline sur les territoires. Oui, la question qui concerne le territoire, peut-être que nous avons une vision assez globale de notre petit territoire. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a une action qui porte sur l'ensemble des agriculteurs sans que l'on fasse de distinction d'origine, de terroir géographique. Et c'est vrai que nos études, par exemple, on a tenu à ce qu'elles portent sur l'ensemble du territoire martiniquais. Ceci n'empêche pas que certaines spécificités se dégagent de par cette connaissance que l'on a du territoire et certaines particularités. Ce n'est pas par hasard que le film, par exemple, montre qu'on a deux aides. On est beaucoup resté à Sainte-Marie, le Gros-Morne, on a aussi visité Saint-Esprit, mais il est vrai que lorsque certaines formes d'agriculture sont beaucoup plus proches ancrées, on va dire, dans certaines zones de la Martinique, notamment le grenier dont on parle, qui est par rapport à la situation pédoclimatique, qui détermine le choix des cultures. C'est vrai qu'on constate, c'est un fait, que certaines des productions sont plus localisées dans le nord, ou Montagne-Vauclin, toutes les zones qui reçoivent une pluviométrie favorable au développement de ces cultures. Donc, mais ce que nous cherchons aussi à faire, c'est de nouer des partenariats avec les communautés de communes ou les partenaires publics qui sont sur la place et qui justement agissent sur le territoire pour mettre en œuvre des actions qui soient porteuses parce qu'elles concernent des groupes d'agriculteurs qui se sentent liés par une même histoire, des mêmes traditions et tout ça. Et donc, la question qui est évoquée est celle de la territorialisation des actions que nous menons. Et nous pensons qu'en venant, vous n'êtes pas là par hasard, c'est parce que nous avons besoin évidemment du soutien de ces communautés de communes qui nous accompagnent dans des actions qui concernent
le territoire. Et c'est ce qui va peut-être se faire avec le cas des agriculteurs du Nord-Caraïbe qui sont très, très concernés par ces pratiques et ces productions. Mais on n'a pas cette approche différenciée au départ. Tout à fait. D'ailleurs, l'intitulé du colloque, c'est pour la qualité de vie dans le territoire. Par conséquent, il s'agit vraiment d'associer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient agriculteurs publics ou chercheurs, et aussi consommateurs. D'ailleurs, l'objectif, c'est de vraiment faire corps avec la société dans le territoire dans son ensemble. C'est bien pour ça, et ça a été débattu au comité d'organisation, donc nous avons visé juste. Il s'agit du territoire, avec des expériences qui doivent être partagées pour des objectifs qui sont finalement communs. Alors, monsieur Dérissard. Voilà. Oui, finalement, ça rebondit un petit peu sur la précédente question. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, dans la table ronde, c'est qu'en fait, on a très peu parlé de technique, mais surtout des conditions de l'émergence de cette technique et de son inclusion dans des projets de territoire, finalement. Et que le point commun, c'est finalement comment on décloisonne les compétences, les acteurs, comment on les fait travailler ensemble, comment on fait de la coaction. Alors, moi, ma question, c'était savoir si les dispositifs d'appui à cette coaction vous semblent aujourd'hui suffisants, insuffisants. Est-ce que les politiques publiques facilitent ou au contraire saupoudrent un petit peu pour accompagner ce type d'initiative? En gros, comment on fait pour passer un effet de seuil? Alors, on peut vous faire part de l'expérience de la Martinique. Je ne sais pas si un autre département peut également nous parler de sa pratique et de son vécu, ça nous apporterait. En tout cas, pour ce qui est de la Martinique, ce qu'on constate, en tout cas plus particulièrement de la Chambre d'agriculture, hein, qui doit forcément solliciter des moyens publics pour accompagner les agriculteurs parce qu'elle n'en a pas suffisamment par elle-même. Ce que l'on constate, c'est que les dispositifs publics qui sont en place ne permettent pas forcément à la Chambre, ne facilitent pas la tâche de la Chambre dans ce domaine. Les moyens sont orientés, sont fléchés sur des opérations. On peut parler par exemple d'éco-phyto, ou on peut parler pour ce qui est du PDRM de ce qui nous attend, c'est-à-dire la mise en place d'opérations d'encadrement sur la base d'appels d'offres. Non pas des besoins des agriculteurs, mais d'appels d'offres lancés pour des organisations, des organismes qui proposeraient un encadrement technique aux agriculteurs. Ça veut dire que nous n'avons pas pour l'instant les moyens de cibler, en dehors des dispositifs financiers qui existent, de cibler spécifiquement pour ce type d'agriculture de l'encadrement technique. Et ce qui est dit pour l'encadrement technique est tout aussi vrai, sinon encore plus vrai à propos de la politique agricole. On a une politique agricole globale pour l'agriculture, c'est plus pour le territoire, mais c'est pour l'agriculture, et qui a du mal à cibler, à impacter beaucoup de ceux dont on parle aujourd'hui. Et par conséquent, il nous revient l'idée que pour avancer, pour soutenir cette agriculture, on ne dit pas petite agriculture, hein, mais cette agriculture qui sortirait un peu des sentiers battus, il faut une politique agricole adaptée. On travaille là, on a vu qu'il s'agit de cultures associées, il s'agit de polyculture, il s'agit d'agriculteurs qui ne sont pas forcément dans la monoculture. Ça seulement, ça pose déjà un problème. Parce que dans quelle coopérative on ira pour bénéficier du POSEI? Est-ce qu'on va à la coopérative bovine ou à la coopérative maraîchère? Quand on arrête des O2, quelle est son identité? Dans quoi on se reconnaît? Donc ça seulement, ça pose une difficulté dans la mesure où les politiques publiques en place sont... il faut pas fustiger, hein, c'est comme ça. Maintenant, il faut que l'ensemble des acteurs s'associent pour faire évoluer la politique publique, pour qu'elle accepte la diversité. Et qu'elle ne se contente pas de parler de diversité, mais qu'elle soutienne la diversité. Et donc c'est l'ensemble des acteurs qui pourront se mettre ensemble, s'associer pour arriver à cet objectif-là, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient responsables publics
qu'ils soient chercheurs et autres. Bon. En métropole, les soutiens qui nous sont apportés sur ces points-là, aujourd'hui, nous, à l'échelle locale, ont pu répondre à un certain engouement des agriculteurs pour aller vers ces techniques-là. J'espère simplement qu'ils puissent aller au bout et au terme de leur engagement, parce que c'est des techniques qui ne sont pas toujours maîtrisées, notamment pour les réductions de produits phyto. Et on commence à voir dans la plaine, alors sur tout le volet, je dirais, fongicide, c'est à peu près maîtrisé, mais par contre, surtout l'aspect désherbage, c'est beaucoup plus compliqué, et on commence à voir des situations de temps en temps qui sont très compliquées, et où il sera certainement difficile d'aller au bout de l'engagement. Oui. Oui, deux questions. Ce que vous avez dit, Madame Chave, sur le fait que dans la conclusion de votre exposé, finalement, il y avait une rencontre entre une logique filière traditionnelle et une logique de reconception écologique. Et vous aboutissez à une sorte de lieu de rencontre où on peut avoir une démarche de recherche et de production de nouveaux produits, en fait, qui intéressent les deux types d'agriculture. C'est ce que j'appellerais une rencontre tissu filière, quelque part. La question, c'est qui c'est qui va valoriser ce que vous dites. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une logique de science, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui peut se construire, mais maintenant, c'est comment on passe de la science à l'innovation et à la construction de valeur ajoutée nouvelle au service des utilisateurs. Et alors là, vraiment, ce que j'ai présenté, c'est les résultats des ateliers participatifs. Donc, ce qui a été proposé, ça a été vraiment proposé par les agriculteurs, donc de mettre en place des organisations collectives pour la production donc de mycorhizes locales. Donc là, c'est vraiment eux qui ont proposé, et donc l'accompagnement. Cette innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc cette innovation, elle se met en place via un accompagnement technique via la Fredon et donc une expertise de la partie recherche. Mais quand vous dites ça, si vous voulez, c'est pas la science là. Non, mais quand vous dites ça, si vous voulez, pour moi, vous soulevez un énorme problème. C'est comment on est co-investisseur des solutions industrielles ou agricoles, enfin des solutions économiques qui découlent de ce que vous êtes en train de dire. Parce que pour se lancer dans la production de mycorhizes en Martinique, donc c'est très lié à un territoire, c'est peut-être pas les mêmes en Guadeloupe. Tout à fait. Donc il y a un intérêt commun, je dirais un patrimoine commun martiniquais. Et la question, c'est qui se mouille pour le faire. C'est tout simple, en sachant qu'il y a un jeu économique, il y a un jeu institutionnel, et en même temps, il faut une aventure économique, une prise de risque économique. Alors, ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est... Madame Joachim, vous concluez sur une sorte de conseil agricole martiniquais, en gros, en bout de course. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une vision intégrée de l'agriculture martiniquaise, ce qui est une excellente chose, que je pense tout à fait réaliste. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que, en réunissant les seuls agriculteurs, même s'ils ne sont pas du tout des mêmes mondes, qu'aujourd'hui ils ne se rencontrent pas, même s'ils se rencontrent, est-ce qu'ils peuvent peser sur la conscience agricole de la Martinique? Est-ce que la société a une conscience agricole? Et pour moi, c'est la question de l'ouverture de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est devant un contrat qualité entre des contributeurs et des bénéficiaires. Il faut qu'il y ait quelque part une rencontre entre une offre et une demande. Donc, n'est-ce pas de la responsabilité des agriculteurs, mais à l'évidence, pas seulement des agriculteurs, que de construire cette rencontre? Juste pour répondre, donc là, c'était le titre de ma présentation, c'est la co-construction de propositions. Donc on était vraiment dans une démarche de conception innovante. Donc c'est des propositions qui ont été faites par les agriculteurs. Je le précise vraiment parce que ce n'est pas du tout l'idée qu'on avait au départ, nous, vu du côté de la recherche. Donc après, ce qu'on a monté, c'est des projets de recherche-action
pour justement évaluer les possibilités, retourner voir les agriculteurs, voir les situations d'usage des mycorhizes. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce qui a été issu de l'atelier, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que c'est quelque chose de partagé? Est-ce que c'est toujours partagé? Enfin, donc on a tout un projet de recherche-action derrière, et c'est pas du jour au lendemain on monte. C'est ça, mais vous voyez bien que c'est pas seulement du projet scientifique ou même de la co-construction. Il y a un moment où on prend, un risque économique. Oui, tout à fait, mais c'est porté, et justement, c'est pas porté, c'est plus porté par la recherche. C'est ça, c'est bien une question que je pose. Ce qu'on a souhaité, justement, c'est que ce soit plus porté par la recherche, mais que ce soit porté par les agriculteurs et les accompagnants. Bon, ici, c'est la Fredon. En sachant qu'à mon avis, c'est pas le problème de la seule Martinique, c'est le problème de tous les territoires. Bien sûr, non, mais tous les territoires qui ont une unité écologique qui peut amener à faire un investissement de stratégie écologique. Mais le projet que je coordonne et qui vise à justement concevoir des systèmes de culture qui valorisent la mycorhisation, donc il est mis en place en Martinique, en Guadeloupe et dans différentes régions du sud de la France. Et l'idée, c'est vraiment de comparer quelles sont les dynamiques collectives, quelles sont les innovations identifiées, co-construites dans les différents territoires, et de comparer quels sont les freins, les leviers mis en œuvre. Donc ça, c'est la partie recherche, mais à côté de ça, il y a des projets de développement pour vraiment passer à l'action. Et bon, une innovation, ça ne se fait pas en un atelier, hein, vous le savez, donc une innovation, ça a toute une trajectoire, et donc là, ce qu'on a essayé, c'est d'initier cette trajectoire, mais elle doit être portée par les acteurs ensuite. Voilà. Oui, l'idée développée dans le cadre des travaux d'études que nous menons est justement d'ailleurs, c'est un petit peu dit, vers une vision partagée de l'identité agricole martiniquaise. C'est parce qu'en fait, s'il y a un secteur qui est porté par, on va dire, l'ensemble de la population et qui semble être, on va dire, vraiment un lieu commun, tous les Martiniquais ont comment dire, se sont véritablement appropriés une idée de leur agriculture. Et c'est quelque chose dont ils parlent énormément. C'est l'un des secteurs, d'ailleurs, il y a une étude récente qui a été présentée au niveau du Conseil régional qui montrait que la population était fortement attachée à l'idée qu'elle se faisait elle-même de son agriculture. Et c'est cette idée que nous voulons faire partager. Et les agriculteurs, voilà, faire se rencontrer. Et d'ailleurs, les récents séminaires n'étaient pas centrés sur les agriculteurs. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 180 personnes chaque jour, il y avait 90 agriculteurs. Il y avait 90 autres personnes qui n'étaient pas des agriculteurs, mais qui étaient d'une part des représentants de toutes les associations ou tous les mouvements qui représentent cette population, mais aussi monsieur tout le monde, même des élèves du lycée, des élèves, etc. Donc, ce qui est important, c'est que cette animation soit bien au fait de ce besoin de rencontre entre l'action qui est portée déjà par des agriculteurs qui sont les professionnels et qui tentent de répondre à une attente des consommateurs. Et ce que nous pensons, c'est que l'écart n'est pas très important lorsque l'on s'adresse aux petites agricultures de diversification. On croit que là, il y a un enjeu fort de montrer que la rencontre est déjà là, elle est possible et qu'elle est déjà, l'exemple est déjà, montré, les voies sont déjà utilisées par les agriculteurs qui ont choisi les circuits de proximité, et non pas comme une voie de pis-aller, mais comme une voie de valorisation de ce qu'ils font, et non pas en opposition à ce qui se fait dans le cadre des GMS, mais comme une voie de complémentation, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de ces quantités importantes de produits agricoles qui soient consommés par le plus grand nombre et qui représentent de la consommation de masse. Mais à côté de cela, il y a un certain nombre de produits du terroir qui sont attendus par la population et qui est prête à l'acheter aussi. Et c'est cette rencontre-là qui nous importe, et ce sont ces agricultures-là que nous voulons soutenir. Donc, voilà un petit peu la réponse, en fait, si on peut dire que je peux vous apporter là. Très bien. Une dernière question, et puisque l'heure avance. Alors, le micro est... Oui. Oui.
Oui, concernant, moi, enfin, je vais réagir en tant que politique. M. Capnor, si nous sommes venus là, justement, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous y attachons fort intérêt et cela fait déjà un moment que la population du Nord particulièrement, mais la population de la Martinique aussi, se mobilise à travers cette agriculture. Nous avons beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est leur igname, c'est leur... autour de chez eux. Et quelquefois même, ils courent des risques sanitaires parce que l'autre jour, dimanche, un ami m'emmène fouiller des ignames autour de chez lui, parce qu'il en a pas mal autour. Il me dit, et je lui dis, tu crois que ta terre n'a pas de chlordécone? Il me dit, mais oui, papa, moi, t'es qu'à planter bonne année, il s'est vu chlordécone. Mais les types se nourrissent de ça. Donc, ça, c'est très important, ce travail qui se fait, parce qu'il y a une quantité de gens. Il y a une quantité. Mon père produisait dans cette même exploitation qu'il y avait de la chlordécone. Excusez-moi. Oui, je disais que le camarade qui m'a amené, qui m'a invité à planter, enfin à fouiller des ignames avec lui, à récolter des ignames, avec lui. Donc il me dit que son père, je lui pose la question, est-ce que tu es sûr que ton terrain il est sain, qu'il n'y a pas de molécules de chlordécone ou autre chose? Il me dit, mais bien sûr qu'il y a du chlordécone, parce que mon père, pendant des années, a planté de la banane, il a utilisé ça, il a utilisé beaucoup des herbes, etc. Donc, c'est sûr. Alors, je dis, et vous mangez ça? Il me dit, mais je suis en santé, c'est pas de jour je mange ça. Je dis, oui, tu es en santé, mais en fait, tu penses que tu es en santé, mais peut-être que, parce qu'il n'a pas encore 60 ans, mais je dis, on ne sait pas ce qui va se déclencher. Il est diabétique, il a d'autres choses, bon, tu peux avoir d'autres... Bref, c'est pour vous dire qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a toute une population dans notre île qui vit, qui mange, qui se nourrit de ces produits-là parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'aller à l'hypermarché. Donc, ils mangent choses. Et donc, ce travail qu'a fait la Chambre d'agriculture, ce travail que font ces agriculteurs comme tous ceux, enfin, aussi bien ici qu'ailleurs, c'est d'une importance capitale. Et nous, en tant qu'élus du Nord, qui est une région de la Martinique qui est composée justement de grands nombres d'agriculteurs, parce que 50% des agriculteurs de la Martinique sont sur ce territoire, il est important pour nous d'accompagner aussi bien la Chambre d'agriculture que nos agriculteurs à avancer dans ce domaine. Et M. Moroz, je pense que vous avez raison, il va falloir que tous ensemble, qu'on parle d'une même voix pour faire admettre que ce que vous proposez là, que ça puisse être aussi pris en compte au plus haut niveau de l'État, parce que souvent, il faut que ce soit sur l'Hexagone que l'idée parte pour qu'elle soit prise en compte après chez nous. C'est-à-dire que quand vous imaginez quelque chose chez nous, on vous dit oui, mais si ça n'a pas été fait ailleurs, bon. Donc il faut déjà que l'expérience vienne ici sur l'Hexagone, et puis après, c'est pas pour vous jouer de la pierre, souvent c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je vous dis que vous allez nous accompagner, vous allez nous aider aussi, parce que vous êtes dans la même démarche ici, vous allez nous accompagner, nous aider de façon à convaincre l'État, les responsables de façon à ce qu'on puisse au moins nous aider à avancer dans cette expérience, et puis que cette expérience puisse se généraliser, sans oublier que chaque territoire a ses particularités, ses particularismes, donc il faut prendre en compte. Merci. Oui, Monsieur Lotte, nous allons passer à la conclusion, puisque il nous reste 5 minutes que nous allons partager entre M. Lotte et M. Fonrose, les deux agriculteurs, en excusant M. Valentin, qui devait partir pour ne pas rater son train. Donc, M. Lotte, si vous avez retenu quelque chose de nous, en tout cas, nous avons retenu que nous partageons avec vous la problématique du sol. Le mot chlordécone est sorti, il n'était pas encore sorti, là. Voilà. Ouais, il y en a d'autres chez nous, mais... Non, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, et avec tous ces programmes de développement qui peuvent germer à droite, à gauche, moi, il y a une chose qui me paraît vraiment essentielle dans tout ça, c'est la formation. Et la formation auprès des jeunes. Il faut leur redonner envie et il faut leur redonner la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller ouvrir les yeux, d'aller observer. Et c'est la base de notre métier d'agriculteur que d'observer. D'aller voir, d'aller écouter ce qui se passe ailleurs. Et je crois qu'il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas d'amélioration de la vie de nos sols si les jeunes ne sont pas formés demain.
Oui, c'est quelque chose d'assez gigantesque, j'imagine, par rapport à vous. Il y a 900 hectares sur le domaine. Et si on additionne la surface des exploitations, on ne sera pas loin de 900 hectares. Monsieur Fonrose, qui a largement exposé le travail qui est fait pour développer d'autres formes d'agriculture. On lui laisse le mot de conclusion, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être ici parce que dans mon parcours d'études, effectivement, j'avais toujours rêvé d'être agriculteur. Mais un jour à l'école, on m'a fait comprendre que si tu n'apprenais pas à l'école, tu iras travailler dans la banane. Et petit jeune homme que j'étais, ça m'a détourné de mon objectif. J'ai été étudié, au lieu de planter de la banane, j'ai planté du béton. Et j'en ai fait de ce métier pendant 17 ans. Et aujourd'hui, je crois que la volonté, monsieur a parlé de formation, c'est exactement de ce que je voulais parler. De rien, mais de rien, je n'avais aucune idée de ce qui était l'agriculture. Ce que je pratiquais, c'était ce que je voyais mon père faire, mon grand-père faire. Mais parler d'agriculture, parler d'agroécologie, j'en avais aucune, mais alors aucune idée. Alors c'est par la force du travail, la force des études, la force d'études personnelles que je suis arrivé aujourd'hui à ce niveau d'agriculture. Je vais dire la même chose que monsieur, c'est la formation. Bien que j'ai été autodidacte, j'ai eu la chance de trouver une chambre d'agriculture qui a mis l'accent sur la formation. Nous avons un formateur en agroécologie qui ne veut pas que je parle de lui, mais je vais le faire quand même. Il va me taper dessus, mais c'est pas grave. Ouais. Il est là, il est juste à côté, le monsieur qui tourne la tête, mais c'est pas grave. Alors, il ne veut pas qu'il... Voilà. Alors, qui m'a apporté plein de choses, d'autres formations encore d'autres formations. Et je remercie cette chambre d'agriculture aujourd'hui que je suis, dont je me suis engagé avec le président Berthom aujourd'hui. Voilà. Alors je voudrais juste dire, aujourd'hui cette agriculture, je crois qu'elle mérite sa place. J'espère voir ce projet aboutir à quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire la prise en compte et la valorisation non seulement de cette agriculture, mais ces agriculteurs, souvent qu'on oublie. Souvent on parle d'agriculture, mais on oublie l'être humain derrière tout ça. Et tout ça derrière, tout ça, ils sont souvent oubliés. J'espère qu'ils seront pris en compte dans tout cela. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, et en termes de conclusion, je dirais que les agriculteurs sont prêts, que la société semble prête. Monsieur Sainte-Rose travaille cette société par ailleurs pour continuer à la préparer, que les techniques peuvent être adaptées, il y a un retard, qu'il y a tout un contexte qui pourrait permettre de permettre à d'autres formes d'agriculture d'émerger, de s'affirmer. Maintenant, il reste que ça puisse être reconnu pour qu'ensemble, que tous les acteurs puissent vraiment faire profiter la Martinique et les autres régions, parce que nous travaillons aussi forcément, on l'a dit, en convergent, hein, il faut converger pour que tout cela réussisse, pour que cette nouvelle forme d'agriculture puisse s'imposer
dans le paysage agricole martiniquais et de métropole et dans les DOM en général. Merci. Merci de la demi-heure supplémentaire que vous nous avez accordée. Et Régis, est-ce que c'est à moi d'annoncer le cocktail ou c'est à toi de le faire? Ben, on va y aller tout de suite parce qu'il commence à refroidir, je pense.